5 leçons de psychanalyse de Sigmund Freud. Première leçon, le titre est le suivant. Origine de la psychanalyse, observation du docteur Breuer, les traumatismes psychiques, les hystériques souffrent de réminiscence, le traitement cathartique, l'hystérie de conversion. Dans cette première leçon, Freud va raconter le traitement appliqué par le docteur Joseph Breuer, appliqué pour la première fois au traitement d'une jeune fille hystérique, un traitement qui remonte aux années 1880 à 1882. La malade du docteur Breuer était une jeune fille de 21 ans, très intelligente, qui manifesta au cours des 2 années de sa maladie une série de troubles physiques et mentaux plus ou moins graves. Elle présenta une contracture des 2 extrémités droites avec anesthésie. De temps en temps, la même affection apparaissait aux membres du côté gauche. En outre, troubles des mouvements des yeux et perturbations multiples de la capacité visuelle, difficulté à tenir la tête droite, toux nerveuse, intense, dégoût de toute nourriture et pendant plusieurs semaines, impossibilité de boire malgré une soif dévorante. Elle présentait aussi une altération de la fonction du langage, ne pouvait ni comprendre ni parler sa langue maternelle. Enfin, elle était sujette à des absences, à des états de confusion, de délire, d'altération de toute la personnalité. Il convient de rappeler ici que les symptômes de la maladie sont apparus alors que la jeune fille soignait son père qu'elle adorait au cours d'une maladie à laquelle il devait succomber et que sa propre maladie, à elle, l'obligea à renoncer à ses soins. On avait remarqué que dans ces états d'absence, d'altération psychique avec confusion, la malade avait l'habitude de murmurer quelques mots qui semblaient se rapporter à des préoccupations intimes. Le médecin se fit répéter ces paroles et, ayant mis la malade dans une sorte d'hypnose, les lui répéta mot à mot, espérant ainsi déclencher les pensées qui la préoccupaient. La malade tomba dans le piège et se mit à raconter l'histoire dont les mots murmurés pendant ces états d'absence avaient trahi l'existence. C'étaient des fantaisies d'une profonde tristesse, souvent même d'une certaine beauté, nous dirons des rêveries, qui avaient pour thème une jeune fille au chevet de son père malade. Après avoir exprimé un certain nombre de ces fantaisies, elle se trouvait délivrée et ramenée à une vie psychique normale. L'amélioration, qui durait plusieurs heures, disparaissait le jour suivant pour faire place à une nouvelle absence que supprimait de la même manière le récit des fantaisies nouvellement formées. Nul doute que la modification psychique manifestée pendant les absences était une conséquence de l'excitation produite par ces formations fantaisistes d'une vive tonalité affective. La malade elle-même, qui à cette époque de sa maladie ne parlait et ne comprenait que l'anglais, donna à ce traitement d'un nouveau genre le nom de talking cure. Elle le désignait aussi en plaisantant du nom de chimney sweeping, ramenage de cheminée. On remarqua bientôt, comme par hasard, qu'un tel nettoyage de l'âme faisait beaucoup plus qu'éloigner momentanément la confusion mentale toujours renaissante. Les symptômes morbides disparurent aussi lorsque, sous hypnose, la malade se rappela avec extériorisation affective à quelle occasion ces symptômes s'étaient produits pour la première fois. Il y avait eu cet été-là une période de très grande chaleur, et la malade avait beaucoup souffert de la soif, car sans pouvoir en donner la raison, il lui avait été brusquement impossible de boire. Elle pouvait saisir le verre d'eau, mais aussitôt qu'il touchait ses lèvres, elle le repoussait comme une hydrophobe. Durant ces quelques secondes,
elle se trouvait évidemment en état d'absence. Elle ne se nourrissait que de fruits pour étancher la soif qui la tourmentait. Cela durait depuis environ 6 semaines, lorsqu'elle se plaignit un jour sous hypnose de sa gouvernante anglaise qu'elle n'aimait pas. Elle raconta alors, avec tous les signes d'un profond dégoût, qu'elle s'était rendue dans la chambre de cette gouvernante et que le petit chien de celle-ci, un animal affreux, avait bu dans un verre. Elle n'avait rien dit, par politesse. Son récit achevé, elle manifesta violemment sa colère, restée contenue jusqu'alors, et puis elle demanda à boire, but une grande quantité d'eau et se réveilla de l'hypnose, le verre aux lèvres. Le trouble avait disparu pour toujours. Arrêtons-nous un instant sur cette expérience. Personne n'avait encore fait disparaître un symptôme hystérique de cette manière et n'avait pénétré si profondément dans la compréhension de ses causes. Quelle découverte grosse de conséquences si la plupart de ces symptômes pouvaient être supprimés de cette manière. Breuer n'épargna aucun effort pour en faire la preuve. Il étudia systématiquement la pathogénèse d'autres symptômes morbides plus graves. Dans presque chaque cas, il constata que les symptômes étaient pour ainsi dire comme des résidus d'expériences émotives que, pour cette raison, nous avons plus tard appelé traumatisme psychique. Leur caractère particulier s'apparentait à la scène traumatique qui les avait provoqués. Selon l'expression consacrée, les symptômes étaient déterminés par les scènes dont ils formaient les résidus mnésiques, et il n'était plus nécessaire de voir en eux des effets arbitraires et énigmatiques de la névrose. Cependant, contrairement à ce que l'on attendait, ce n'était pas toujours d'un seul événement que le symptôme résultait, mais la plupart du temps de multiples traumatismes souvent analogues et répétés. Par conséquent, il fallait reproduire chronologiquement toute cette chaîne de souvenirs pathogènes, mais dans l'ordre inverse, le dernier d'abord et le premier à la fin. Impossible de pénétrer jusqu'au premier traumatisme, souvent le plus profond, si l'on sautait les intermédiaires. Dans la foulée, Freud donne d'autres exemples de symptômes décodés par Breuer grâce à sa nouvelle technique. Breuer raconte que les troubles visuels de sa malade se rapportaient aux circonstances suivantes. La malade, les yeux pleins de larmes, était assise auprès du lit de son père lorsque celui-ci lui demanda tout à coup quelle heure il était. Les larmes l'empêchaient de voir clairement, écrit-il. Elle fit un effort, mit la montre tout près de son œil, et le cadran lui apparut très gros, d'où macropsie et strabisme convergent. Et puis elle s'efforça de retenir ses larmes, afin que le malade ne les voie pas. Fin de citation. Toutes ces impressions pathogènes, remarquons-le, dataient de l'époque où elle s'occupait de son père malade. Et Freud de citer d'autres exemples de symptômes décodés soit par Breuer auprès de sa patiente, soit par lui-même auprès de sa patientèle personnelle. Nous pouvons grosso modo résumer tout ce qui précède dans la formule suivante. Les hystériques souffrent de réminiscence. Leurs symptômes sont les résidus et les symboles de certains événements traumatiques. Symbole commémoratif, à vrai dire. Non seulement les hystériques et autres névrosés se souviennent d'événements douloureux passés depuis longtemps, mais ils y sont encore affectivement attachés. Ils ne se libèrent pas du passé et négligent pour lui la réalité et le présent. Il faut insister sur le fait que la malade de Breuer, dans toutes les situations pathogènes, devait réprimer une forte émotion au lieu de la laisser s'épancher par les voies affectives habituelles, paroles et actes. Lorsque plus tard,
Elle reproduisit les scènes anciennes devant son médecin. L'émotion refoulée ressuscita avec une violence particulière, comme si elle s'était conservée intacte pendant tout ce temps. Bien plus, le symptôme qui avait subsisté de cette scène présenta son plus haut degré d'intensité au fur et à mesure que le médecin s'efforçait d'en découvrir l'origine, pour disparaître dès que celle-ci eût été complètement démasquée. On put d'autre part constater que le souvenir de la scène en présence du médecin restait sans effet si, pour une raison quelconque, il se déroulait sans être accompagné d'émotions, d'affects. C'est apparemment de ces affects que dépendent et la maladie et le rétablissement de la santé. On fut ainsi conduit à admettre que le patient, tombé malade de l'émotion déclenchée par une circonstance pathogène, n'a pu l'exprimer normalement et qu'elle est ainsi restée coincée. Ces affects coincés ont une double destinée. Tantôt, ils persistent tels quels et font sentir leur poids sur toute la vie psychique, pour laquelle ils sont une source d'irritation perpétuelle. Tantôt, ils se transforment en processus physiques anormaux, processus d'innervation ou d'inhibition, par exemple la paralysie, qui ne sont pas autre chose que les symptômes physiques de la névrose. C'est ce que nous avons appelé l'hystérie de conversion. L'hypnose n'avait fait que montrer le chemin à suivre. L'étude des phénomènes hypnotiques nous a habitués à cette conception d'abord étrange que dans un seul et même individu, il peut y avoir plusieurs groupements psychiques, assez indépendants pour qu'ils ne sachent rien les uns des autres. C'est pour cette raison que le sujet hystérique, névrosé, n'a pas conscience de la cause de son mal. Là où il y a un symptôme, il y a aussi amnésie. Il y a un vide, une lacune dans le souvenir. Et si l'on réussit à combler cette lacune, on supprime par là même le symptôme.